Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi de confinement pour cette vidéo, un style un petit peu différent. Je sais que vous avez sûrement pas mal de temps libre, en tout cas plus que d'habitude. Eh bien, c'est le moment ou jamais de creuser un petit peu vos connaissances historiques. Vidéo courte où je vais vous présenter 10 batailles majeures aéronautiques de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard cette semaine, je vous présenterai 10 batailles aériennes qui ne sont pas du tout passées comme prévu. Et n'hésitez pas à creuser, il y a des films sur les sujets, des articles sur internet super intéressants. Donc vous allez peut-être découvrir une bataille que vous ne connaissiez pas. Bien l'idée, c'est que vous alliez creuser derrière. Ou alors, dans les commentaires, vous me dites « Athé, moi l'attaque de Taranto, ça m'intéresse, je voudrais que tu creuses plus ». Et de ces 10 attaques, fonction de vos résultats, je ferai derrière un petit sondage et il y en a un que je creuserai peut-être le week-end prochain et je ferai une vidéo de 10 peut-être à 20 minutes sur ce sujet, sur cette bataille spécifique. Allez, c'est parti, jingle. J'espère que vous êtes abonnés parce que cette semaine et pendant le confinement, chaque jour, une vidéo sort. Si vous appuyez sur la petite cloche en bas à droite et si vous vous abonnez, eh bien vous êtes notifié quand je sors des nouvelles vidéos. Allez, on attaque directement. Je vous ai fait tout ça dans l'ordre chronologique. Du 10 juin au 31 octobre 1940, forcément, j'étais obligé de commencer par la bataille d'Angleterre. Ce qui est connu comme étant la finest hour, la plus belle heure de l'Empire britannique, c'est le combat héroïque de la Royal Air Force et quelques Français, quelques Polonais, quelques Canadiens, quelques Américains contre la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands, initialement, s'attaquaient à la Royal Air Force, à leur terrain, à leur capacité de production. Et à un moment, ils ont décidé de changer de stratégie et d'arrêter de se battre vraiment contre les capacités de la RAF, comme on dit, Royal Air Force, et de plus s'attaquer au bombardement des populations pour faire changer l'opinion publique. Ça a été une énorme erreur stratégique de la part des Allemands, parce que la Royal Air Force était à quelques jours seulement de l'épuisement total, de ses pertes de capacité, et c'est cette erreur stratégique qui fait que la Royal Air Force a pu remonter derrière en puissance, continuer à protéger l'Angleterre et empêcher une invasion allemande sur l'île anglaise, ce qui a permis derrière le déroulé de la guerre comme on le connaît. 11 novembre 1940, l'attaque de Taranto à la torpille par 21 Swordfish, des avions anglais. C'est la première attaque purement aéromaritime de l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire. Ça fait bien, hein. Et c'était la première fois que des avions décollaient d'un porte-avions, le HMS Illustrious, His Majesty's Ship, à cette époque-là, et qui ont attaqué la flotte italienne qui était dans un port qui normalement était bien protégé, avec une faible profondeur d'eau, des filets anti-aériens, tout ce qu'il fallait, une protection de chasse. C'est une sorte de Pearl Harbor européen avant l'heure. Et là, eh bien, 21 petits avions de la Première Guerre mondiale ont détruit 3 destroyers, 3 gros navires de guerre, en ont endommagé 3 autres au prix de 2 pertes. Un avion a été abattu, l'équipage est perdu, donc 2 morts côté britannique, et un avion a été touché, s'est posé, l'équipage a été fait prisonnier. Donc vous avez mis hors de combat immédiat plus de 6 navires de guerre au prix de 2 vies humaines pour la Royal Navy, donc c'est vraiment un tournant qui a inspiré les Japonais. L'attaché militaire japonais de Berlin a pris un avion, est descendu à Toronto et a observé ce qui s'était passé, a fait un compte-rendu qui a servi justement à l'élaboration de Pearl Harbor. Donc si vous avez regardé Pearl Harbor il y a quelques jours à la télé, eh bien ça a été inspiré tactiquement par l'attaque de la Royal Navy sur Taranto. 26 mai 1941, le Bismarck, plus gros navire de guerre de l'époque, 50 000 tonnes, le Charles de Gaulle c'est 40 000 tonnes, donc 50 000 tonnes qui ont été envoyées par le fond, encore une fois, par des Swordfish anglais qui venaient de l'HMS Victorious et du Ark Royal. Donc ce sont ces vieux avions qui ont réussi à détruire le fleuron de la marine allemande et ça a vraiment marqué un tournant où les gens se sont rendus compte de l'importance du vecteur aérien, de la capacité aéronavale face à la capacité maritime. 7 décembre 1941, je ne vous apprends rien, c'est la bataille de Pearl Harbor. J'étais obligé de la mettre dans le top 10, hein, on ne sait jamais. Peut-être que vous avez oublié qu'on pouvait creuser le sujet. 2400 Américains qui ont été perdus. Grosse bataille, je ne vais pas trop la décrire ici parce que je pense que vous la connaissez, mais je vous invite à regarder des livres ou de la littérature sur le sujet parce que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air et c'est très intéressant et très riche en lessons learned d'un point de vue militaire.
Forcément, après Pearl Harbor, vous avez le 18 avril 1942, le raid de Doolittle, qui était un héros de l'aviation américaine, qui lui a dit « Nous, on va faire dans l'innovation, on va pas avoir peur, on va mettre des B-25 sur des porte-avions et on va aller bombarder le Japon. » Donc c'est vraiment, plus que pour l'effet militaire qui était assez minime et ils ont perdu beaucoup d'aéronefs, c'est vraiment pour cet état d'esprit qui est vraiment que l'innovation est possible au combat, qu'il ne faut pas se fixer de limites et que mettre un avion bombardier sur un porte-avions, eh ben en fait c'est une bonne idée. Et c'est comme ça que vous gagnez en fait le combat, c'est comme ça que vous gagnez à grosse échelle, c'est en n'ayant pas peur de tester, en faisant du test and learn. Et c'est vraiment un tournant qui montre extrêmement bien l'état de combativité et d'innovation dans lequel étaient les Américains à cette époque-là. Donc je trouve que ça a complètement sa place dans ces deep battles-là. Donc encore une fois, le raid de Doolittle. Et qui était Doolittle? Je vous invite à creuser ça. Du 4 au 7 juin 1942, vous avez la bataille de Midway. Il y a eu un excellent film que je pense étudierai dans les prochaines semaines qui est sorti sur le sujet. C'est un des points tournants de la guerre. C'est un petit peu on devait le dire, je suis pas historien, mais c'est un petit peu l'équivalent dans le Pacifique de ce qu'a été le débarquement chez nous en Europe. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on va dire, la puissance s'est inversée dans le Pacifique. Jusqu'à Midway, vous aviez les Japonais qui étaient très puissants, qui avaient une flotte qui était très bon, qui avaient des Zéros qui étaient des meilleurs avions de chasse que ce qu'avaient les Américains. Et là, la bataille de Midway, le rapport de force s'est inversé. Pourquoi? Parce que les Japonais, d'un coup, ont perdu 4 porte-avions, alors que les Américains n'en ont perdu qu'un. Ça a changé le rapport de force, ça a marqué les esprits, et c'est à partir de la bataille de Midway qu'on va dire l'expansion japonaise a été freinée, et ça a été maintenant les Américains qui se sont mis à gagner du terrain dans le Pacifique. 16 mars 1943, c'est les fameux Dam Buster Raid, les raids contre les barrages dans la Ruhr en Allemagne, grande zone industrielle où il y avait beaucoup de barrages et les Anglais se sont dit on va confier au Wing Commander Gibson, rien à voir avec l'acteur, eh bien la mission de prendre des Lancaster, des avions de bombardement, prendre des bombes de 5 tonnes, sur Rafale on tire des bombes de 300 kg, là des bombes de 5 tonnes, et de les faire rebondir sur l'eau, sur le lac, jusqu'à ce qu'elles arrivent à impacter les barrages et les détruire. Donc c'est une technique très originale qu'il a fallu créer, un type de pilotage très précis. Il fallait être à 60 pieds d'altitude, à peu près 20 mètres, à 220 miles par heure précisément, et larguer la bombe à 425 yards, à peu près 400 mètres du barrage pour que ça fonctionne. Ça a été un succès militaire, même si sur les 19 bombardiers qui ont décollé, 8 ne sont pas revenus. Pour vous donner une idée, parce que pendant qu'ils faisaient ça, ils se faisaient tirer dessus. Le Wing Commander Gibson a reçu la Victoria Cross, qui est une des plus belles distinctions anglaises pour la réussite de ce raid. Il a commencé à se mettre un petit peu en politique, était très proche de Churchill, et malheureusement il est décédé aux Pays-Bas dans un raid en Mosquito, donc un très bel avion de bombardement, et il a été identifié grâce à son nom qui était sur une de ses chaussettes par les Allemands. Donc le Dam Buster Raid, excellent film d'époque sur le sujet que je vous invite à regarder. 18 avril 1943, c'est la mort de l'amiral Yamamoto, l'amiral le plus connu de la flotte japonaise, le cerveau derrière Pearl Harbor, même s'il n'a pas vraiment pu impacter comme il aurait voulu cette bataille, parce que si vous creusez le sujet, vous vous rendrez compte que c'était plus compliqué, c'est pas que Yamamoto. Et il a été abattu lors de l'opération Vengeance, par les Américains qui ont fait un raid avec 18 P-38 Lightning afin d'aller le chercher, lui, lors d'une tournée d'inspection. Les Américains ont eu des informations comme quoi il allait prendre un petit avion et se balader pour inspecter des troupes. Ils ont envoyé 18 P-38 le chercher. Le capitaine Barber et colonel Lanfier sont les deux pilotes qui ont abattu ces avions-là. Un raid passionnant, avec beaucoup de déceptions. En ligne directe, il y avait à peu près dans les 600 km, ils ont fait tout le tour, ils ont fait plus de 1600 km de vol, ils ont rajouté des bidons sur les P-38. Enfin vraiment, ils n'ont rien laissé au hasard, les Américains, et ils ont réussi cette mission, l'opération Vengeance. Je vous invite à creuser également, ou me demander de creuser. 19 juin 1944, le Turkey Shot. Turkey Shot, c'est quoi? C'est du tir au pigeon dans les Mariannes, dans la Philippine Sea, comme disaient les Américains. La Task Force 58 qui s'est battue contre l'Empire japonais. La plus grosse bataille aéronavale de tous les temps, qui a encore une fois coûté 3 porte-avions aux Japonais, mais plus intéressant, 400
avions japonais abattus en une journée. C'est juste incroyable. C'est pour ça qu'un Américain à la radio s'est exprimé, c'est comme un tir au pigeon. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Turkey Shot des Mariannes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est déjà mi-1944. Les Japonais, initialement, avaient vraiment la supériorité technologique et en termes d'entraînement dans le Pacifique. Et bien, suite à Midway, dont je vais parler plus tôt, vous avez commencé à avoir un changement de rapport de force. Et maintenant, les Japonais, qui mettaient tous leurs experts, tous leurs as au combat, qui se faisaient tuer au fur et à mesure, eh bien, n'ont pas anticipé ce qu'on appelle la régénération organique, la création de la nouvelle génération. Et ils se sont retrouvés à mettre dans des avions de bonne qualité, mais moins armés et moins bien défendus que les avions américains, eh bien des pilotes très inexpérimentés. Là où les Américains, surtout dans la Navy, se sont dit, pour pouvoir opérer depuis un porte-avions, il faut un certain niveau d'expérience, il faut un certain niveau de formation. On va prendre le temps d'investir sur notre personnel, on va prendre le temps de les former au niveau, parce qu'on se rend compte que si on envoie un pilote de chasse à ce niveau-là au combat, eh bien il va tomber sur des as d'autres personnes, il va se faire massacrer directement. Si maintenant on les forme et ils arrivent à ce niveau-là au combat, leur survivabilité sera meilleure et ils vont pouvoir, eh bien, à leur tour, devenir très bons. Ils vont mieux survivre aux premières missions. C'est un petit peu, on va dire, deux business models, deux états d'esprit qui sont affrontés, et ça a fait le résultat qu'on connaît, 400 avions abattus dans la journée, donc je vous laisse choisir qui avait raison. Je finis forcément cette vidéo avec le point marquant de la Seconde Guerre mondiale, le raid atomique sur le Japon, 6 et 9 août 1945. Je ne suis pas là pour faire de la politique, défendre ou m'attaquer à l'armement nucléaire, juste vous ouvrir les yeux sur le Manhattan Project, le projet qui a permis la création de l'arme atomique. Il y a de très bonnes séries sur le sujet, mais également sur le B-29 Enola Gay qui a largué Little Boy donc le 6 août, et sur Bakscan qui a largué Fat Man le 9 août. Et petit point intéressant, c'est que le 9 août, c'était non seulement le deuxième tir de bombe atomique au Japon, mais également le jour où l'Empire, où les Soviétiques ont déclaré la guerre au Japon. Donc ça, je l'ai appris en faisant mes recherches là. Le 9 août 1945, c'est l'entrée en guerre officiellement de la Russie contre les Japonais. Ça a duré un peu plus de 3 semaines, jusqu'au 3 septembre 1945. Donc moi je pensais que le Japon avait eu une très mauvaise journée le 9 août, mais c'était encore pire que ce que j'imaginais. Vous voyez, c'est toujours intéressant de creuser un petit peu ces points. Donc là on a vu 10 faits historiques, 10 batailles. Cette semaine, je pense mercredi, jeudi, je vais vous sortir en version française de 10 batailles qui ne sont pas du tout passées comme on aurait voulu lors de la Seconde Guerre mondiale. D'ici là, dans les commentaires, dites-moi quel sujet vous aimeriez que je traite par rapport à ces 10 batailles-là, et je vous ferai un focus dessus, et attendez-vous aussi à ce que dans l'onglet communauté, je vous fasse voter. D'ici là, j'ai mon autre chaîne Aviation eSport, je vais remettre un petit peu de contenu dessus. Si vous voulez faire du coaching, de l'accompagnement, n'hésitez pas à aller sur at.teachable. Me booker, en ce moment j'arrive à trouver du temps. Et sinon, eh bien, gros de mon activité, toujours pareil, je fais des webinaires, management à distance, gestion de stress, comment gérer un petit peu ce qui se passe là en utilisant des méthodes issues de l'aérien. Ça se passe très bien, n'hésitez pas à me contacter et fly safe surtout, excellente semaine à vous.